Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc nouvelle vidéo aujourd'hui, donc toujours malade, toujours pas maquillée, n'est-ce pas? Très naturel là, tout ça. Vous n'êtes pas là pour ça, donc heureusement. Je voulais aborder avec vous autre chose. Donc on a parlé de la perversion comme mécanisme d'adaptation. On a parlé dernièrement de la passion comme phase transitive génératrice de stimuli. Et j'aimerais aujourd'hui parler, ensuite logique à tout ça, de la dépendance affective. Alors, la dépendance affective, pas besoin de la définir, tout le monde sait ce que c'est. Donc, c'est le fait de générer auprès d'une personne, d'un mode de comportement ou d'une situation, un besoin accru et inadapté. Moi, j'aime vu la notion d'inadaptation, encore une fois, parce que l'individu n'arrive pas à s'autosatisfaire d'un point de vue de ses besoins et n'arrive pas à se passer d'un objet ou d'un sujet de transition pour accéder à la réponse à un besoin, en gros, pour synthétiser. Donc une dépendance, c'est un état parfaitement naturel. Pour vivre, nous avons besoin d'un point de vue physionomique et physiologique d'être nourris par plusieurs sources d'énergie et d'aliments. Donc nous avons l'oxygène pour respirer, nous avons de l'eau pour nous hydrater, parce que nous sommes composés d'eau, et nous avons besoin de toute autre nature de substance d'un point de vue plus émotionnel et plus cérébral. Il faut savoir qu'un individu donc a besoin de répondre à un ensemble de besoins aussi variés et différents en termes de nature et d'apport que n'importe quoi d'autre. Ce qui signifie que vous ne pouvez pas vivre si vous ne répondez pas à différentes natures de besoins. Tout dépend des personnalités selon la définition et la caractérisation des besoins primaires. Vous avez des besoins élémentaires comme se nourrir, dormir, manger, etc. Boire. Après, vous avez des besoins qui sont plus secondaires et plus tertiaires. Donc des besoins par exemple de s'épanouir, de se développer, de créer du lien social, des besoins de développement personnel et des besoins de réalisation. Et moi je vais davantage aborder ces aspects-là plus secondaires ou tertiaires, mais qui apparaissent tout autant pour moi primordiaux. Ce qui signifie qu'un individu qui n'a pas de réponse à des besoins autres que les besoins élémentaires ne peut pas être un individu équilibré et structuré. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas passer votre journée attaché à une chaise en dormant, mangeant, buvant. C'est pas possible parce que l'être humain est un individu civilisé, évolué, qui a besoin de générer de l'interaction parce qu'il est dirigé par une énergie de vie qui le pousse en permanence à générer de la ressource afin de s'adapter, devenir plus performant et plus, d'un point de vue spirituel, harmonieux envers lui-même et envers l'environnement qui l'entoure. Donc, si vous voulez, on est de toutes parts, de tout temps, poussé à une forme d'ouverture afin d'entretenir, je dirais, une intériorité stable, équilibrée et positive, en gros. Donc, la notion de besoin, si vous voulez, c'est une notion qui est totalement naturelle et élémentaire, à mon sens. Donc, formuler des besoins et mettre en place un ensemble de comportements pour y répondre, c'est totalement ordinaire. Vous avez faim, vous mangez. Enfin, pas tout le temps, bien sûr, mais voilà, vous avez des repas. Je sais pas, votre nez vous gratte, vous vous grattez. Voilà, donc vous avez besoin de quelque chose, vous y accédez. Il arrive que les besoins peuvent être plus complexes et plus insidieux. Ce qui veut dire que dans le cadre de la dépendance affective, par exemple, on a tendance à l'employer un petit peu à toutes les sauces. Si vous entrez en relation avec une personne, que vous créez de l'attachement, de l'affection ou une ritualisation, c'est-à-dire que vous développez des habitudes et que vous commencez à vous attacher à ces habitudes parce qu'elles deviennent structurantes, vous allez naturellement formuler des besoins parce que c'est en lien avec les cadres et l'entretien des cadres que vous allez générer. Donc, si voilà, vous avez besoin de temps en temps qu'une personne communique avec vous, partage une expérience ou vous rassure, on est sur de la dépendance ordinaire et saine. La dépendance devient malsaine ou pathologique ou déviante lorsqu'elle repose sur un besoin inadapté, en accord avec la situation vécue.
Par exemple, si vous avez besoin que votre compagnon vous envoie un message toutes les 5 minutes parce que vous n'avez pas confiance en lui, on est sur de la dépendance malsaine. Donc en somme, la dépendance affective, je dirais malsaine, déviante, pathologique, c'est une dépendance affective pour laquelle le sujet même n'arrive pas à s'autoréguler pour répondre à des besoins dont il est tout autant responsable, donc co-gestionnaire, seul, en quelque sorte. Donc en somme, si vous formulez des besoins auxquels vous n'êtes pas en mesure de répondre parce que la demande de satisfaction est inadaptée à la proposition réelle que vous pouvez en retirer, là, il y a un rapport désadapté et pathologique. Les schémas de dépendance affective, ils reposent beaucoup sur la notion des figures d'attachement. Donc les figures d'attachement, ce sont des schémas que nous allons développer au long de nos premières années de vie et qui vont s'enrichir, se consolider, s'ancrer et se compléter au fur et à mesure des expériences relationnelles que nous allons vivre. Ce qui veut dire concrètement qu'un individu, et ça je le répéterai toujours, est toujours le seul responsable des situations qu'il vit à l'intérieur de lui. Ce qui veut dire que quoi que vous viviez dans vos situations de vie, vous vous retrouvez intérieurement seul pour le gérer. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous reposer sur le soutien d'un ami, d'une situation ou autre, ça n'a rien à voir. Là, je vous parle de la manière dont vous, intérieurement, vous allez transmuter votre expérience, c'est-à-dire vous l'approprier, approprier la ressource de l'expérience et la transformer en énergie émotionnelle ou psychologique. Donc, si vous voulez, le vécu des expériences, c'est un petit peu comme une digestion, comme lorsque vous mangez. Donc, le fait de répondre à un besoin émotionnel, c'est un petit peu comme répondre à un besoin élémentaire. C'est-à-dire que vous ressentez un manque à un moment donné, dans une situation précise, et puis vous ressentez le besoin de répondre à ce manque. Et à ce compte-là, vous allez développer une formulation mentale, il me manque quelque chose, j'ai besoin de quelque chose. Et derrière, vous allez mettre en place un comportement qui va vous permettre d'accéder à cette demande, à ce besoin, pour y répondre. Le cadre des figures d'attachement ou le cadre de projection, il est super important aussi parce que, comme je vous l'ai expliqué, la manière dont vous allez vivre votre manque et la manière dont vous allez formuler votre demande ne sera pas uniquement en lien avec l'expérience de réalité que vous allez faire. Si vous ressentez un besoin désadapté, si vous ressentez un besoin envahissant, ou si vous générez de l'anxiété à la non-réponse d'un besoin affectif, c'est qu'il y a soit une identification du besoin qui n'a pas été effectuée correctement, c'est-à-dire que vous vous trompez peut-être de besoin. On observe souvent ça, par exemple, dans le cadre de la prise en charge de la douleur. Souvent, l'expression d'un mal peut être le reflet d'un autre. C'est quelque chose qui est assez répandu. Donc, on n'est pas toujours à même d'identifier le besoin qui nous anime, mais on est toujours en mesure de formuler une demande lorsqu'on a un besoin. Donc ça, c'est super important. La deuxième chose, du coup, par rapport à ça, c'est que la manière dont vous allez vous représenter l'accès à votre réponse au besoin va aussi être orientée par vos figures d'attachement et par votre personnalité. Deux personnes différentes vont avoir, par exemple, le même début de relation, dans les mêmes tonalités, avec des situations et des profils quasi identiques. Pour autant, elles ne formuleront pas du tout les mêmes demandes vis-à-vis de leur partenaire. Donc ça, c'est en lien avec le profil de la personne. C'est en lien avec la construction de ses modèles et de ses figures d'attachement, de sa personnalité, mais c'est également en lien avec sa manière présente et concrète. Donc toujours en lien avec ses expériences passées, mais le résultat d'aujourd'hui, c'est celui-ci, c'est qu'une personne va formuler l'identification d'un besoin, d'une demande, en accord avec son bagage émotionnel et psychologique. Donc, vous n'aurez pas tous les mêmes formulations dans les mêmes circonstances, dans les mêmes expériences de vie et en accord avec les mêmes données initiales. Et ça, si vous voulez, c'est assez important de le souligner parce que une demande affective n'est pas toujours une demande inadaptée ou, je dirais, déconvenue. C'est souvent l'expression d'une demande beaucoup plus profonde. Petit aparté, il faut savoir que le cerveau, c'est une forme d'éponge à compartiments qui a pour vocation de générer de la ressource, de trier cette ressource, d'en dégager de l'énergie, donc de transmuter, de sublimer, c'est-à-dire de prendre une émotion par exemple grise, négative ou autre et d'en faire quelque chose de meilleur, donc une ressource positive pour la personne qui va en jouir.
Et si vous voulez, cette ressource permanente de génération de potentiel du cerveau, c'est ce qui nous permet d'être des êtres, en quelque sorte, de conscience et des êtres perfectibles, c'est-à-dire qui tendent toujours vers une meilleure version d'eux-mêmes. Donc ça, c'est vraiment assez important parce que c'est vraiment le maître fonctionnement de notre passage ici sur cette pauvre terre. Donc, en quelque sorte, la notion de conscientisation, le fait d'identifier d'un point de vue de la conscience vos besoins, c'est en lien avec l'identification factuelle et concrète d'une demande, donc d'un besoin auquel il faille répondre et que l'on formule, mais également, c'est le résultat de tout un travail en amont, de tri, de connexion et d'organisation de votre cerveau, en lien avec les modèles auxquels il a été confronté, donc les expériences de réalité, mais également la manière dont il aura compartimenté au fil des années de votre vie l'ensemble de toutes ces expériences que vous aurez vécues. Donc il y a énormément de facteurs, directs et indirects, qui entrent en ligne de compte dans la formulation de demandes et de besoins affectifs. Donc il faut savoir que des fois, on peut être en colère parce qu'un individu ne répond pas à nos demandes. On a l'impression que parfois il le fait exprès, ça peut arriver que la personne le fasse exprès, mais il arrive souvent qu'une personne n'ait pas les ressources suffisantes pour s'adapter à la demande que vous formulez. Et là, c'est assez compliqué parce que selon vos propres représentations, donc l'ensemble de vos figures d'attachement, de vos modèles vécus et de l'ensemble de vos expériences et la ressource que vous en aurez tiré ces dernières années, ben, vous aurez une manière différente d'aborder ce rejet, donc cette non-réponse. La plupart du temps, c'est vécu comme un rejet. Alors, ce n'est pas forcément un rejet de votre personne, c'est un rejet de la demande parce qu'il y a non-réponse. Donc, un individu peut rejeter une demande que vous formulez, non pas parce qu'il rejette votre personne ou le fait que vous ayez des demandes, mais tout simplement parce qu'il n'est pas en mesure de répondre à cette demande-là. Pourquoi cette personne n'est pas en mesure de répondre? Est-ce que la formulation de la demande est désadaptée ou surinvestie? Est-ce que vous demandez trop ou de manière un petit peu inadaptée à la situation? Est-ce que le sujet auquel vous vous adressez est un sujet apte et adapté pour répondre à cette demande? Et est-ce que, encore une fois, la notion de non-réponse est une non-réponse définitive? Et ça, j'insiste là-dessus parce que vous pouvez très bien formuler des demandes qui ne sont pas en accord avec le contexte ou la situation, mais qui peuvent apparaître pour autant légitimes. Admettons que vous êtes avec une personne qui n'a pas du tout le même vécu que vous allez formuler des demandes auprès de cette personne qu'elle ne sera absolument pas disposée à répondre. Par exemple, vous avez, je ne sais pas, moi je donne un exemple bête, vous avez 30 ans, voilà, vous voulez construire un foyer, avoir une famille, faire des enfants, et puis vous êtes avec un partenaire qui a 60 ans et qui, lui, a déjà 5 enfants et n'est pas en mesure du tout de donner suite à votre demande. Parce qu'il l'a formulé au préalable. Tout est possible, moi je ne juge pas. Vous pouvez très bien vous mettre avec quelqu'un de 60 ans qui fait des gosses, peu importe, c'est pas pour entrer dans le débat, mais c'est pour vous dire, je vous donne un exemple grossier. Si vous avez une personne qui au préalable vous pose un cadre de limitation ou un cadre identitaire de restriction et que vous formulez des demandes qui ne correspondent pas au principe de réalité qui vous est imposé, là, vous formulez une demande non adaptée. Et du coup, vous allez forcément vous mettre en posture de déficit, c'est-à-dire en posture de rejet ou de refus par rapport à votre demande et à vos besoins. Donc la dépendance affective, on en parle tout le temps, etc. Mais moi, j'aimerais qu'on la regarde sous un autre bord. La dépendance affective, c'est lorsque vous formulez un ensemble de demandes et de besoins affectifs qui s'inscrivent dans une forme d'accumulation qui fait que vous ne pouvez pas vous trouver dans une situation ou face à un individu qui soit en mesure d'y répondre. Soit parce que le contexte n'est pas bien choisi ou n'est pas adapté. Ça induit la responsabilité, le choix, mais parce qu'il n'est pas adapté. Ou alors parce que vous formulez des demandes qui ne sont pas en accord avec vos réels besoins. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à identifier vos besoins. Et là, vous générez une forme de focalisation sur un ensemble de demandes ou une demande précise qui, du coup, ne vous permet pas d'accéder à vos véritables besoins. Il arrive souvent qu'on pense avoir besoin de certaines choses, alors qu'en réalité, le besoin est tout autre. Je prenais par exemple l'image de la douleur, parce que c'est souvent le cas des fois. Dans le cadre d'une maladie, on peut avoir un ensemble de symptômes, donc un syndrome, qui peut être le reflet d'un autre mal beaucoup plus profond.
Par exemple, j'ai souvent mal à la tête, je ne sais pas pourquoi. En fait, le problème, ce n'est pas le mal de crâne, c'est la carence en vitamine D. J'ai une bêtise. Donc souvent, l'expression d'un besoin qui ne peut pas être assouvi, si vous formulez une demande qui ne peut pas être entendue, c'est souvent l'expression d'une formulation ou inappropriée ou mal identifiée. Et ça, voilà, c'est super important. Donc, plus vous allez comprendre vos demandes, plus vous serez en mesure d'identifier vos besoins et plus vous serez en mesure d'y répondre de manière autonome afin d'éviter de vous mettre en porte-à-faux face à une situation qui, elle, ne serait pas en mesure de manière suffisante ou adaptée d'y répondre. Donc, vous redevenez encore une fois gestionnaire, responsable et maître de vos situations de vie. Alors, bien entendu, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, c'est pas aussi facile, mais c'est parfaitement accessible. Le tout, c'est d'observer ça, d'avoir un bord compatissant. Ça, j'en ai pas parlé dans la passion, mais c'est super important. Il faut comprendre que plus vous allez vous enfermer dans des schémas de fonctionnement, donc plus vous allez vous en remettre à l'externat et que vous allez vous accoutumer à l'externat pour retirer de la sécurité intérieure, et plus vous serez assujetti à formuler des demandes désadaptées à vos sentiments de sécurité intérieure. Vous pouvez remettre en arrière si vous n'avez pas compris la phrase. Mais en gros, plus vous allez vous en référer aux autres ou au cadre, moins vous serez clair dans votre état d'esprit et plus vous allez vous retrouver dans des situations qui vont mettre à mal votre lucidité. Parce que quand on est clair, on projette à l'extérieur ce qu'on attend. On sait ce qu'on refuse et ce qu'on accepte. Et du coup, quand vous n'êtes pas clair, vous avez une vision floue de ce qui est acceptable ou réfractable. Et même parfois, je vais vous dire, quand vous avez notion de ce qu'il est ou ce qu'il n'est pas, vous pouvez même vous retrouver dans des situations qui mettent à mal le caractère nuancé. Mais ça, c'est un lien avec les bords représentatifs et figuratifs. Je ferai une autre vidéo pour en parler, parce que j'en parle souvent dans les consultations aussi. Et ça, par contre, c'est de la théorisation stricte. C'est vraiment un lien avec des travaux que moi, je fais. Voilà, et je vous en ai parlé, je fais un bouquin là-dessus, donc c'est vraiment une théorie, c'est un essai, sur ma manière un petit peu de segmenter les profils de personnes. Donc encore une fois, on n'est pas sur une vérité, je ne suis pas psychanalyste, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas docteur en sciences humaines. Je suis juste passionnée de psychologie, je fais des contenus internet, je suis praticienne de thérapie brève aussi. Voilà, donc je touche un petit peu à tout et j'ai formulé des théories. Et du coup, je travaille beaucoup dessus et apparemment, ça porte quand même pas mal ses fruits. Donc, ce ne sont que des regards des abords et ce sont surtout des conseils pour vous permettre de vous situer. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à faire part de vos retours, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. D'autres contenus vont venir, j'espère voilà, en fournir assez régulièrement, au moins 3 fois par semaine, pour un petit peu démystifier certaines choses dans les comportements et notamment les incohérences et les aberrations. Voilà, donc j'espère vous apporter aide et soutien constructif. Merci beaucoup.